Grosse cam sur Telegram en se faisant passer pour toi. Le mec a même un RIB N26 à ton nom. Non, je pense que c'est un RIB N26 et il a juste mis mon nom pour faire croire que c'était mon RIB. Mais j'aurais constaté des virements entrants, ça aurait été plutôt sympa. Mais non, ce n'est pas le cas. Salut Asher, est-ce que tu penses que Ethereum 2.0 va tuer Solana et Avalanche? Je ne pense pas, non. Alors déjà parce qu'ils veulent faire les choses différents, c'est-à-dire que Solana c'est le proof of history, son fer de lance, et puis Ether va naturellement mettre une grosse baffe à toutes les blockchains d'infra autour, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vont être totalement inutiles après l'arrivée d'Ether. En attendant, Solana a sa propre façon de voir la scalabilité, et pour l'instant on parle pas du tout du même niveau de sécurité entre les deux chaînes, hein. C'est Ether 2.0, si ça passe ce sera quand même un autre level. Et de l'autre côté, Avalanche s'est construit non pas en opposition en mode je serai un Ethereum killer, mais bel et bien en mode ma blockchain sera cross-compatible avec Ether. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cœur d'Avalanche fonctionne grâce à 3 blockchains. La seed chain, la pit chain et la X chain. Je ne saurais pas trop vous parler des deux derniers pour l'instant, mais je sais que la seed chain, c'est la blockchain qui est compatible avec la blockchain Ether et dont les formats d'adresse sont totalement calqués sur une adresse ERC20. Donc au contraire, je pense qu'un bon développement d'Ether pourrait faire du bien à Avalanche et ne pas pour autant lui faire du mal, quoi. Beeple s'est fait taper son compte Twitter, les amis. Un hacker a réussi à se connecter à son compte Twitter pendant quelques heures. Il a mis en lien épinglé en fait sur son compte, il a mis une douille, hein, tout simplement. Hein. Il a mis un lien qui était un faux lien. En fait, c'est le hacker qui a mis un faux lien, une page de phishing, et il y a des gens qui se sont fait avoir en envoyant pour 440 000 $, c'est ça, hein, ouais, 440 000 $ qui ont été volés, 225 Ether. Beeple qui est le plus gros, si je dis pas de bêtises, hein, le plus gros, et c'est lui qui a fait les plus grosses ventes records d'NFT, ça s'est vendu pour des millions et des millions de dollars. Pour être franc, j'ai jamais eu autant de succès dans la vie, par contre j'ai jamais autant été dans une position où la vie c'est dur. Tu te lèves le matin, tu vas gérer des problèmes systématiquement, tout le temps, des problèmes, des merdes, que ce soit en tant qu'influenceur, que ce soit en position publique, que ce soit avec nos entreprises, quand c'est pas Just Mining c'est Desk, quand c'est pas Desk c'est une autre boîte, il y a toujours des problèmes. En fait, entreprendre c'est vraiment te mettre à la position où tu te mets toi-même dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, si un jour on vend Just Mining pour beaucoup d'argent, je serais bien content de l'avoir fait. Mais je dois t'avouer que prendre ton argent, aller les pieds dans le sable, manger des crevettes au bord de la plage, c'était quand même un choix beaucoup plus facile que celui que j'ai fait de vouloir créer des boîtes, créer de l'emploi, créer des solutions. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Par contre, ça fait grandir. Et ça, c'est le truc que je recherche le plus. Et puis, enfin, les amis, honnêtement, le hasher d'aujourd'hui, il est pas vraiment plus balèze que le hasher d'il y a 3 ans. J'ai l'impression, j'ai pris genre 95% de la maturité que j'ai eue dans ma vie, je l'ai chopé dans les 3 dernières années. Non, t'étais plus balèze que tu faisais des paris sportifs. Je vous jure que, mais rien que la crise UST, je vous jure que la crise UST il y a 3 ans, j'étais pas capable. Mentalement, je n'aurais pas été capable de la traverser. Très honnêtement, hein, ce qu'on s'est pris dans la gueule là, la pression qu'on s'est pris en très peu de temps, c'était un gros truc. Et surtout, je me dis que un jour il y aura pire. T'as pas le choix. Il va y avoir un jour, enfin je vais pas vous mentir les gars, hein, je vous donne une connerie, mais on refait un nouveau produit de lending. T'as l'USDT qui dépègue, même sauce, hein, je vous le dis, il y a pas d'autre solution. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on sera forcément sur l'USDT. Et les gens gueuleront forcément, parce qu'il y a toujours un gars qui dira oui mais j'ai pas vu, oui mais j'ai... Alors là par contre on va leur mettre une pancarte. Quand tu vas cliquer sur le produit de lending, il va y avoir une grosse affiche. Êtes-vous sûr de vouloir vous exposer à des stablecoins qui peuvent ne pas être stables? Calme-toi, arrête de gueuler. Mais bon, ça fait malheureusement partie du truc, t'as pas le choix. Ça nous fait grandir, ça nous fait vraiment mûrir si vous voulez, et surtout ça fait mûrir nos process. Est-il intéressant d'acheter du bitcoin avec seulement des dizaines voire des centaines de dollars? Bien sûr, il n'y a pas de petite monnaie, tout est proportionnel. Par contre, tu dois être prêt à les perdre. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais quand tu investis dans la crypto-monnaie, tu dois être capable de perdre de l'argent. Mais c'est ce qu'oublie de dire 99% des gens dans la crypto. L'argent rapide existe. Quand on est au bon endroit, au bon moment, on peut gagner rapidement. Mais uniquement parce qu'on peut perdre rapidement, c'est tout. Il n'y a pas de secret. Bitcoin sur une semaine, c'est du gambling, les gars, c'est du hasard. Bitcoin sur 4-5 ans, là, ça devient intéressant. Là, on se rattache aux vrais fondements qui sont intéressants. Pourquoi investir dans le Bitcoin? Puisqu'il ne devient qu'un outil d'investissement. Qu'est-ce qui te dit qu'il devient qu'un outil d'investissement? Il devient monnaie au Salvador, il devient monnaie légale dans certains pays, il permet d'envoyer de la valeur sans payer de taxes dans les 4 coins de la planète, quel que soit le pays et le régime dans lequel vous êtes, suffit d'avoir internet et d'être connecté. Il n'est basé sur rien de physique totalement faux, il est basé sur un réseau de mineurs qui consomme de l'électricité et qui rend le réseau totalement immuable, parce qu'aucun gouvernement, aucun pays, aucune grosse entreprise ne peut prendre l'aval de Bitcoin, parce que pour prendre le monopole sur Bitcoin, il faudrait avoir une puissance énergétique et une puissance informatique comme aucun pays n'est capable de le développer aujourd'hui sur la planète Terre.
Fin. Il est totalement basé sur des trucs physiques. En plus d'un algo, enfin du premier consensus de Proof of Work, qui a été, en plus d'être le Proof of Concept qui a lancé toute la blockchain, hein, Bitcoin c'est très clairement le coup de fusil en l'air qui dit, voilà, moi je pose ça ici, vous pouvez l'utiliser et en faire la monnaie de base, ou vous pouvez vous inspirer, créer d'autres trucs, amusez-vous. Peer-to-peer cash électronique système. Certains en ont rêvé, moi je l'ai fait, bisous. Et le truc, il évolue. C'est-à-dire qu'il est adaptatif et il a évolué. Récemment, on est passé sur des choses qui étaient encore sous brevet, qu'on pouvait pas faire en 2008 et qui aujourd'hui sont en train d'être adoptées. Bitcoin, c'est vraiment une putain de belle bécane. D'un point de vue mathématique, d'un point de vue financier, d'un point de vue technique, c'est un chef-d'œuvre et pas seulement un chef-d'œuvre en mode oui, c'est beau, c'est bien. Non, c'est un chef-d'œuvre parce qu'ils ont réussi à faire fonctionner quelque chose alors que beaucoup de gens n'y arrivaient pas. Il y avait beaucoup d'initiatives et beaucoup de gens qui essayaient de faire ça avant que Satoshi arrive et dise regardez. Et surtout, est-ce que vous vous rendez compte la probabilité que le tout premier réseau qui existe ne soit pas, on va dire, mal décentralisé. Là, il y a plein de blockchains que je respecte beaucoup, qui travaillent sur des technos qui seront un jour peut-être porteurs, mais qui sont pas suffisamment décentralisés pour l'instant, ou pas suffisamment sécurisés. Est-ce que vous vous rendez compte que Bitcoin, le tout premier, celui qui allait donner les bases et les valeurs à tout l'écosystème, a réussi à être carré, a réussi à être décentralisé, et a réussi à faire un truc le plus costaud, quoi. Enfin, c'est génial, quoi. Ils ont attendu, ils me l'ont pas offert à mon anniversaire parce que on était dans la période UST, donc c'était pas le bon moment, quoi. On était focus, on dormait mal, on était crevés, donc c'était pas le moment de même d'offrir un cadeau, mais regardez, petit cadeau de mes associés, elle est magnifique les gars. La bouteille Tesla Tequila, j'avais voulu l'avoir, et à l'époque elle était plus disponible, et ils m'en ont retrouvé une. Ça, c'est un super beau cadeau. Oh, tu trouves ça moche? Moi, je trouve ça vraiment beau. Hein. Moi, je la trouve vraiment stylée. Tu vois, je suis content. Puis la forme et tout, je trouve ça cool. Enfin bref, les goûts et les couleurs. Les amis, on avance. Andreessen Horowitz, d'accord, notamment un fonds qui s'appelle A16Z, qui est très connu, annonce 1 milliard de dollars de budget pour investir dans des projets crypto. Le fonds va pouvoir faire ce qu'on appelle des due diligence et voir quels projets ont un potentiel de se développer même quand le marché va mal. Donc ça va éliminer plein de petites initiatives qui survivaient et qui étaient présentes et qui faisaient du bruit, quoi, qui pullulait juste parce que c'était la mode, pour, dans un second temps, investir dans les meilleurs sur du long terme. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'il y a des moments où il y a plus grand monde qui veut investir, et c'est à ce moment-là que c'est plus simple de négocier. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché de la crypto, les gars, il est tellement virulent. Je vous donne un exemple tout con. Il y a quelques mois, quand j'investissais dans un projet, les gens venaient pas me voir en mode « Ouais, il faudrait que tu nous donnes de l'argent, que tu nous fasses confiance, on va développer notre projet, ça va marcher, tu vas gagner de l'argent. » Ça, c'est normalement comment ça passe, un investissement. T'as une boîte, tu demandes à des investisseurs de te faire confiance, ils te donnent de l'argent, donc les investisseurs prennent un risque, et toi, tu dois développer ta boîte. Tu fais des levées de fonds. La particularité qu'il y a dans le monde de la crypto, c'est qu'il y a des moments où c'est tellement violent, tout marche très fort, et bien à ce moment-là, le projet vient te voir et te dit, écoute, si tu m'aides, si tu me donnes des conseils, si tu m'aides à définir mes tokens métriques, si tu m'aides à faire de la communication, si tu m'aides à gérer mes investisseurs, à traduire tous mes textes en français pour la communauté française, et bien à ce moment-là, si tu travailles, je te donne le droit de me donner de l'argent et d'investir dans mon projet. Le ratio est biaisé en fait. Naturellement, ça fonctionne, parce que quand tu sais que tu vas mettre 1 euro qui va faire x2, x5, x10, x50, tout marche. Par contre là, tous les projets se pètent la gueule, donc plus personne ne veut investir, donc les gens n'arrivent plus à lever des fonds. Et donc là, c'est plus compliqué. Là, les projets reviennent en mode oui, bonjour, tu veux pas juste me donner de l'argent, juste pour que je puisse faire mon projet, je te jure, il est bien. Et donc, naturellement, c'est beaucoup plus complexe, et ça devient plus dur de lever des fonds. Donc, A16Z est dans une phase où ils vont pouvoir prendre des prises de position très peu coûteuses et faire des bons placements, quoi. Même si, évidemment, ils vont prendre des risques. Tu peux passer le bonjour à un petit garçon de 8 ans qui te regarde tous les dimanches. Putain, il est en avance financièrement, lui, responsabilité financière, et qui t'appelle hacker. Il s'appelle Louis. Un plaisir à toi, Louis. Merci à toi. Et de tous les noms et surnoms qu'on m'a donnés, hacker est peut-être l'un des plus mignons. Merci à toi. C'était Asher. Merci pour votre temps. Vous êtes de très loin les meilleurs.